Bonjour, bienvenue. Merci de votre fidélité. Le professeur Henri Joyeux s'installe pour l'enregistrement de cette émission. Professeur, bonjour. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là et merci de votre éclairage et de tout ce que vous apportez. Juste un petit mot avant de commencer et d'aborder la thématique que nous avons choisie aujourd'hui. On va parler des pathologies hormonales féminines parce que c'est un vaste sujet qui est assez mal traité. Quel est votre regard sur la médecine d'aujourd'hui? Inquiet. Je ne crois absolument pas à une intelligence artificielle qui va faire de la relation entre le médecin et le malade. C'est ce que vous préconisez avant tout. Hein. Ces relations médecin-malade absolument essentielles. Ouais. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire la perspective. Vaccination à outrance. On va vous vacciner contre tout en vous disant que tous les vaccins sont efficaces à 100%. On s'est bien rendu compte récemment avec les ARN messagers que ça n'empêchait pas de développer la maladie ou même de la transmettre. C'est fort dommage. J'aurais aimé que la maladie ne puisse se transmettre et que les gens vaccinés ne puissent pas la développer. On a dit ils la développent, mais ils n'en meurent pas. Pas sûr. Bon. Donc aujourd'hui, vous allez avoir des vaccins tous azimuts, contre tout, et on va vous vider les hôpitaux. Ils ont commencé. Les hôpitaux périphériques sont de plus en plus vidés, avec des médecins qui sont des médecins qui ont été formés à l'étranger, avec des formations moyennes. Ça, c'est certain. Donc, par contre, la technologie chirurgicale, la technologie d'imagerie radiologique, top niveau. Top niveau. On va pouvoir passer un corps humain au scanner, si vous voulez, ou à l'IRM de la tête aux pieds, pour vérifier pratiquement beaucoup de choses. Ça, c'est un avantage énorme. Mais ça n'empêchera pas le stress, ça n'empêchera pas les cancers. Vous savez que d'ici 2050, on nous promet 70% de plus de cancers. Bon, moi, j'aurai en 2050, je serai quand même assez âgé, j'aurai 105 ans. Bon, je ne sais pas si je verrai, pourquoi pas. Mais 70% de plus de cancer, moi je voudrais que ce soit 70% de moins. De moins. C'est pour ça que je prépare un livre sur la prévention des cancers, qui sera assez précis, j'ai déjà pas mal travaillé, qui sera assez concret, et de telle façon que les gens puissent comprendre pourquoi on peut développer tel cancer de la peau, du côlon, du foie, du poumon, etc. Quoi. Parce que la plupart du temps, quand on parle des cancers, on ne fait que le constat du cancer. Mais bien sûr. On n'explique pas comment l'éviter. On dépiste. On dépiste. On dépiste. C'est-à-dire, madame, aujourd'hui, on vous dit que c'est une femme sur 8 qui fait un cancer du sein, on va à 1 sur 6. Puis après, ça sera 1 sur 5. Puis après, pourquoi pas tout le monde? Bon, moi, je veux bien, il y a le mois du cancer du sein, c'est la fête. Attention, hein, quand vous avez un cancer du sein, c'est pas la fête. Hein. Un jour, il y aura le mois du cancer de la prostate avec un petit ruban bleu et pas un ruban rose. C'est pas la joie, hein, le cancer de la prostate. 70 000 nouveaux cas de plus par an. Donc, vous avez fait un peu de discrimination, pathologie hormonale féminine, il faudra faire les masculines, c'est évident. Nous avons une très très nette aggravation. Les centres anticancéreux, vous avez partout des grues. Quand il y a une grue, c'est qu'on construit. Que vous soyez à Montpellier, à Nancy, à Lille ou ailleurs, nous n'avons pas assez de personnel infirmier, chirurgical, etc. Est-ce que la médecine française est encore une médecine de pointe? Elle est de pointe sur les aspects technologiques. Là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus, que ce soit la chirurgie dont je parlais, ou que ce soit l'imagerie en particulier, ou par exemple, je vais prendre un exemple, puisque j'ai un fils qui est chirurgien pédiatre, et qui est spécialisé dans la chirurgie materno-fétale. Rendez-vous compte, materno-fétale. Donc ils opèrent le bébé dans le ventre maternel. Bon. Mais bon, il est aux États-Unis. En France, ça se fait très peu. Bon, et je voyais récemment des articles en France. J'ai envoyé à mon fils, il m'a dit, va pas aux États-Unis, à Houston où il est. On est en avance de 10 ans sur l'Europe. Vous voyez. Bon, donc sur le plan des technologies, c'est fabuleux. Opérer un enfant dans le ventre de la maman, c'est le top du top. Bon, mais il n'en est pas moins vrai que les pathologies aujourd'hui dites auto-immunes ou cancéreuses fleurissent partout. Vous n'avez pas de famille dans laquelle vous n'entendez pas le mot cancer. Moi, dans ma propre famille, il y a eu une tumeur cérébrale, personne décédée, il y a 6 cancers de la prostate, il y a 2 ou 3 cancers du sein, enfin bon, il y a toutes les pathologies que l'on voit dans le monde actuel. Ça ne va pas. Mais c'est parce qu'ils ne vous ont pas écouté, en fait. Ça ne va pas.
Non, c'est pas qu'ils n'ont pas Je écouté. plaisante, mais ouais. Non, je pense que, si vous voulez, les gens regardent la télé du matin au soir. Voilà, c'est tout. Ils ont des informations. La différence entre les informations d'ABC Talk, si vous voulez, c'est que vous laissez la liberté d'expression. Bon. Si je vais sur une télé nationale, on va me couper. On va me couper parce que je ne vais pas dans le sens de l'orthodoxie, de ceci ou de cela. Bon, donc, or, les gens vont beaucoup plus, malheureusement, sur des télévisions nationales, si vous voulez, que sur une télévision, malheureusement, comme ABC Talk, où là, il y a une liberté d'expression qui est complète. Alors on va s'exprimer et on va vous laisser évidemment le champ libre pour répondre à toutes les questions sur la thématique des pathologies hormonales féminines et masculines. On aurait pu... Ouais, bien sûr, mais ça, on le fera. On le fera. Certainement. Alors, il y a toute une série de questions, évidemment, et on en a reçu énormément sur tous les sujets qu'aborde le professeur Henri Joyeux. Et ça va être intéressant. Il sera question justement du cancer du sein, il sera Bien question sûr. de la pilule. Bien sûr. Et on va d'ailleurs commencer, si vous le voulez bien, avec cette première question. Et effectivement, on a peut-être tous été, ou Ben on voilà, sera peut-être ça, tous vous voyez, confrontés à ce genre de c'est questions. le monde actuel. Ma petite de 13 ans est très mal réglée. Elle est réglée certainement peut-être depuis 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Une jeune fille peut être réglée dès l'âge de 9 ans. Il faut savoir ça. Surtout dans les pays chauds. Vous trouvez ça en Afrique ou bien dans les dom-toms. Bien. Et donc, une petite européenne, je dirais, qui est métropolitaine, va être réglée vers 10, 12 ans, 13 ans, un peu selon l'âge de sa maman, l'âge des règles de sa maman également. Bon, donc elle est très mal réglée, ça veut dire, c'est tout à fait banal. Donc ça inquiète la maman. Et la maman va voir le gynéco, c'est la dernière des choses à faire. Qu'est-ce qu'il va faire le gynéco? Il va régler, pilule. Il va même faire sortir la maman. Parce que la fille de 13 ans, elle a peut-être un petit copain qui a 15 ans. Le petit copain trouve que c'est la plus belle petite fille du monde. D'accord? Et lui, on vous dit éducation sexuelle. Non, c'est pas éducation sexuelle dans les écoles, c'est éducation à la pratique. Pas la même chose. C'est l'éducation à la pratique, alors qu'il devrait apprendre à lire, écrire, compter, l'histoire, la géo et la géopolitique, etc. Non, moi je dis, elle est très mal réglée. Je dis, foutez le camp, madame. Elle a besoin de rien, votre fille. Elle a besoin de discuter avec sa maman, de discuter avec son papa, vous voyez, elle a besoin de s'instruire, voilà, à 13 ans, mais elle n'a pas besoin de prendre la pilule. Alors par contre, avec la pilule, ils vont la réguler. Mais ses ovaires, ils vont les mettre au repos déjà à 13 ans. Ils vont les mettre au repos. Mais il faut que vous compreniez, on va certainement y venir, comment ça fonctionne. Alors, parce que là, vous préconisez uniquement la discussion et la relation Il y a entre rien, la mère et la c'est fille. tout à fait normal qu'à 13 ans, elle ne soit pas encore totalement, régulièrement réglée. Ouais. Elle peut avoir un cycle court, un cycle long, un cycle qui saute, etc. Elle se dispute avec les camarades il y a 1 mois où il n'y a pas de règles. Elle se discute avec maman. C'est normal. Vous voyez, bon, voilà. C'est normal. Eh bien, Alors, voilà. Comment autre marche question. la pilule? Est-elle vraiment sans danger? La pilule prise sur un temps court n'est pas sans danger. Sur un temps court, elle n'est jamais sans danger, parce qu'il faut comprendre comment elle fonctionne. L'objectif, c'est, depuis le démarrage dans les années 58-60, c'est de faire passer la pilule pour un bonbon. Bon, il faut d'abord expliquer un petit peu d'histoire. Nous sommes dans les années 60 et les femmes ont des enfants parfois qu'elles ne désirent pas. Bien. Nous ne sommes pas encore en 75, où il va y avoir la loi qui va permettre d'interrompre une grossesse. Bien. Mais c'est sûr qu'arrivent sur le marché les premières pilules, c'est-à-dire, on appelle ça la pill en anglais, qui vont permettre aux femmes d'avoir les enfants qu'elles désirent. Bravissimo. Bien. Le problème, c'est qu'on va leur donner un comprimé. Ce comprimé, si vous êtes une femme japonaise et que vous êtes au Japon, quand vous prenez un comprimé, vous regardez le comprimé, vous dites « je suis malade ». Et non, je ne suis pas malade. Je suis malade? Non, je ne suis pas malade. Donc je ne prends pas un comprimé puisque je ne suis pas malade. Au Japon, la pilule, elle marche très très mal. Parce que la culture japonaise est telle que, 1, si je prends un comprimé, c'est que je suis malade, et 2, je dois aller chercher le comprimé pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours à la pharmacie. Donc il y a un système de régulation qui fait que la contraception au Japon, c'est masculin. Monsieur au travail. Voilà, préservatif. Et autre chose, on en parlera une autre fois. Alors, maintenant, comment elle marche, la pilule? C'est pas compliqué, il faut savoir comment marchent les ovaires. Les ovaires
ce sont des glandes hormonales, comme nous, nos testicules, ils fabriquent, nous, une hormone, la testostérone, et chez la dame, elles en fabriquent deux. Une estrogène, on aurait dit il y en a 3 estrogènes, mais peu importe le détail, estrogène et progestérone. Et il y a donc un cycle. Ce cycle est absolument génial, et il est fait de telle façon qu'à peu près au milieu du cycle, la femme va permettre à ses ovaires de libérer un ovule à partir de l'âge de la puberté jusqu'à l'âge de la ménopause. Alors on va simplifier. Ménopause, 50 ans. Puberté, on va dire 15 ans. En simplifiant, parce que parfois ça arrive bien avant. Hein. Bien sûr. Ouais. Donc ça fait grosso modo 35 ans de fécondité. Bon. Donc le calcul est simple. Il y a 35 ans de fécondité et les femmes ne vont pas avoir 10 enfants. Ils en auront 2, ils en auront 1, ils n'en auront pas, ils en auront 4, ils en auront comme elles veulent. Bien. Donc, ce qui est important, c'est de faire comprendre à la femme qu'elle a à sa disposition cette pilule qui va être destinée à créer un nouveau cycle artificiel, qui n'est plus le sien, qui est un cycle artificiel. C'est-à-dire que les ovaires sont mis au repos. On dit aux ovaires, à droite comme à gauche, tu ne libères plus d'ovules. Pour ne pas libérer d'ovules, on te met au repos. Voilà, au repos. Il n'y aura pas d'ovulation. Pour mettre au repos ces 2 ovaires, un de chaque côté, il faut envoyer dans l'organisme une dose d'hormones importante pour le neutraliser. C'est-à-dire remplacer les ovaires, entre guillemets, par des ovaires artificiels, qui seront le comprimé. C'est la pilule. Cette pilule, elle est estroprogestative, ça veut dire qu'il y a estrogène et progestérone, qui sont des mimétiques, c'est-à-dire ils imitent les hormones normales, mais les imitent à des taux très élevés pour que l'hormone normale ne soit pas fabriquée. Sauf si la quantité d'hormones dans la pilule est très faible, auquel cas les ovaires peuvent encore continuer à fabriquer et peuvent faire des kystes. On reverra certainement le sujet. Donc, la personne qui va prendre la pilule, elle prend un comprimé. Ce comprimé passe dans son tube digestif, va passer l'estomac, va l'intestin grêle, et là, le comprimé va traverser la barrière entre l'intestin et le sang, va passer dans le sang pour arriver au niveau du foie. Et au niveau du foie, le foie va enlever sur cette pilule estroprogestative un radical chimique qu'on appelle un radical éthynyle, peu importe le nom, mais c'est un radical, entre guillemets, toxique sur le long terme. Ça, on ne le dit pas. Ce radical éthynyle est enlevé par le foie, qui sécurise le passage, il enlève le radical, il libère l'hormone, qui va monter vers le poumon, passer par le cœur, du cœur descendre aux ovaires, tu n'as plus besoin de faire le boulot, je le fais à ta place. Et donc, le corps est inondé d'estroprogestative. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que si on veut maintenir le cycle de cette dame, on va lui donner une copie, un mimétisme total de son propre cycle. Ça veut dire, dans un premier temps, les ovaires fabriquent estrogène en copie, mais à forte dose. Et puis, au bout de à peu près le milieu du cycle, il va y avoir la formation de la progestérone destinée à progestation, à la grossesse, qui va permettre d'arriver à un moment où il y aura l'ovulation. Mais là, il n'y a pas d'ovulation, puisque c'est les ovaires qui ovulent. Ce n'est pas la pilule qui ovule. Bon. Donc, le corps est inondé, la femme n'ovule pas, elle peut avoir tous les rapports qu'elle veut avoir, elle n'aura pas de grossesse. Les choses sont claires. Bien. Le problème, c'est que le corps féminin est très sensible aux hormones, comme notre corps masculin. C'est grâce à ma testostérone que j'ai des belles épaules, j'ai des muscles, vous voyez, bon, et que fonctionne mon système endocrinien, hormonal, sexuel, etc. Il y a aussi des glandes surrénales, mais peu importe. Bon. Donc chez la femme, comment à la puberté se construit le corps féminin? Un corps de petite fille n'a pas de glande mammaire. Bon. Vers l'âge de 12-13 ans, il y a des petits bourgeons qui apparaissent. Bon. Et puis ça va donner des glandes mammaires. Mais qui c'est qui fabrique les glandes mammaires? C'est le corps sous l'influence des hormones.
Si je donne à une petite fille de 4 ans ou 5 ans la pilule, elle va avoir des glandes mammaires qui se forment. Si je donne la pilule à un monsieur qui veut devenir trans, je ne sais plus comment on dit, il va avoir des glandes mammaires qui se forment. Donc, les estrogènes construisent le sein, les estrogènes naturels. Mais attention, si vous n'avez pas les estrogènes naturels et que vous avez une dose d'estrogènes mimétiques qu'on appelle des xénoestrogènes, ça veut dire des estrogènes étrangers à votre propre corps, eh ben, ces estrogènes, ils vont vers vos seins, ils vont vers votre utérus, ils vont vers vos muscles, ils vont vers vos os, ils vont vers votre système global d'être féminin. Donc, vous avez un corps qui est inondé. Très bien. Seulement, attention, vos organes féminins, mesdames, sont hormonodépendants. Comprenez bien ce que ça veut dire. Votre sein s'est construit avec vos propres hormones. Et là, tout d'un coup, vous les envoyez 20 fois plus. Et vos seins reçoivent 20 fois plus. À un moment, je vous donne un exemple, un jour, c'était il n'y a pas très très longtemps, une jeune femme étudiante en médecine, 23 ans, elle vient boule au sein. Bon. Et une belle noix. Pas une noix, c'est une boule au sein. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle a peur. Peur de quoi? D'un cancer. Bon, 23 ans. Je lui dis, mademoiselle, on va pas parler de d'où ça vient. On va commencer par régler le problème. Vous avez peur? Ben vous avez raison. Il faut l'enlever. C'est pas un cancer, je vous rassure, mais ça peut devenir. Je vous promets que je vous opère sous anesthésie locale. Je vais vous faire une jolie petite esthétique. Voilà. Et je vois encore cette jeune femme qui pleurait à mon âge déjà. Mais oui, à mon âge déjà. Mais pourquoi elle a ça? Parce qu'elle a peut-être 23 ou 24 ans et elle bouffe la pilule depuis 4 ou 5 ans. Elle a des seins qui sont hormonodépendants. Bien. Donc j'ai enlevé ça, j'ai coupé, j'ai regardé, j'ai dit on du pipe, il faut voir ça au microscope. Je porte ça à mes collègues, je dis regardez-moi ça de près. Cancer, pas cancer, cancer, pas cancer. Bon, non, il n'y en a pas, il y a dysplasie. Dysplasie, c'est pas cancer. Mais c'est quelque chose qui est le chemin. Donc j'ai bien fait de l'enlever. Bon, ensuite, je suis assis à côté d'elle, je dis écoutez, mademoiselle, il faut comprendre pourquoi vous avez ça. Ça tombe pas du ciel. Hein. C'est pas parce qu'il fait beau ou pas beau aujourd'hui. Hein. Ça, c'est parce que vous prenez des hormones en quantité excessive. Et alors, comment je fais? Ah ben, vous n'en prenez plus. Vous n'en prenez plus, tout simplement. Et donc, tout copain que vous avez, il n'a qu'à mettre un préservatif, ce n'est pas mon sujet. Voilà, c'est le vôtre, c'est votre santé qui est en jeu. Certains ou certaines vont dire c'est peut-être la pilule qui n'est pas adaptée ou c'est spécifiquement cette pilule-là qui ne me correspond pas. Vous avez 40 marques différentes. On va en parler. Ouais. 40 marques différentes. Non. Alors, je me souviens aussi d'un jour, il y avait la grand-mère, la mère et la fille. Elles se ressemblaient toutes les trois, c'était magnifique, on voyait bien que c'était les mêmes gènes, si vous voulez. Bon, alors j'ai dit, pourquoi vous venez me voir? Ben parce que la petite, elle a une boule au sein. Ah, quel âge elle a? 14 ans. Ah, elle a une boule au sein. Bon, alors je regarde la boule au sein, et puis je dis, elle a un petit copain. La maman, non. La fille rougit. D'accord. Bon, je lui dis, elle prend la pilule. La grand-mère, ah, pas chez nous. Pas chez nous. Chez nous, on ne prend pas la pilule. Oui, mais la petite, elle la prend parce qu'elle va au planning familial. Au planning familial, on lui donne. Il faut être clair, quoi. Bon. Et puis à ce moment-là, la maman confirme qu'elle ne prend pas. La petite ne bronche pas. Mais la maman dit, elle a le bâton sous le bras. Quel bâton? Le bâton, c'est ça. Elle a un implant hormonal qu'on lui a mis avec une toute petite piqûre d'anesthésie locale comme une piqûre d'abeille. On vous glisse un petit bâton hormonal pour 3 ans ou pour 5 ans et qui fait que ce petit bâton hormonal contient des hormones de la pilule et que tous les jours, il est libéré une petite quantité d'hormones qui passe dans le sang, qui est importante en quantité par rapport aux ovaires et qui met les ovaires au repos. C'est une pilule sous la forme d'un petit implant hormonal. Ça ne se sait pas, ça. Et ça existe depuis quand, ça? Oh, plus de 20 ans. Ah bon? Écoutez, j'étais au Bénin. Bénin, c'est un très joli pays africain. Et au Bénin, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'énormément de jeunes filles ont le bâton. Bon.
Elles sont toutes réglées très tôt parce qu'il fait très chaud dans ces pays. Bon, formidable. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une véritable, si vous voulez, politique, qui est une politique de stérilisation qui ne porte pas son nom. C'est une politique de stérilisation parce que quand la jeune fille a le bâton, elle peut avoir toutes les relations qu'elle voudra, elle ne fera pas de bébé, hein, soyons clairs. Bon. Seulement, si à 17 ou 18 ans, elle se marie, elle va avoir un bébé. Seulement, ça fait 4 ans qu'elle a l'implant. L'implant, il est toujours là. Il faut l'enlever si elle veut avoir un bébé. Alors, on le met gratuitement, mais pour l'enlever, il faut payer. Ils n'ont pas les sous. Vous me suivez? Voyez la politique de l'UNESCO, voyez la politique internationale de stérilisation de l'Afrique. Moi, je vous fais le dessin, ben, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Bon. Donc, vous avez la pilule en tant que comprimé. Et quel est le laboratoire qui fabrique le plus gros laboratoire au monde? Il s'appelle Monsanto pour les agriculteurs et il s'appelle Bayer pour les femmes. Bayer, Monsanto sont ensemble. Bayer, Monsanto. Bayer, c'est les traitements hormonaux, c'est la pilule. Alors, il y a d'autres labos, il n'y a pas que qui le font. Mais si vous voulez, comment marche la pilule? C'est ça la bonne question. Mais aucune femme ne se pose la question, sauf que maintenant, quand vous voyez des femmes qui ont des problèmes de santé liés à des problèmes hormonaux, qui ne comprennent pas, ils disent « on me donne un traitement hormonal pour un cancer du sein ». On va certainement voir la question parce qu'elle est souvent posée. Ce n'est pas un traitement hormonal, c'est un traitement anti-hormonal. On raconte une salade. On ment à la femme. Alors attention, les femmes sont intelligentes dans la mesure où elles sont informées. Et moi, je les informe. Je ne triche pas. Je ne suis pas là pour les tromper. Elles font ce qu'elles veulent. C'est leur choix. Oui, après, elles ont leur intelligence. Absolument. Elles prennent leurs décisions. Oui, vous voyez? Alors, question justement, effectivement, il va y en avoir beaucoup. Ah, mais ça, c'est l'avenir. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Pourquoi on parle de la pilule en continu? Écoutez, il n'y a pas très longtemps, je suis invité sur une radio, Sud Radio, je crois, avec un gynécologue que je ne connaissais absolument pas, mais je me suis rendu compte qu'il avait écrit un bouquin sur la pilule en continu. En continu. Bon. Et donc, le gars devait plus ou moins me connaître, mais il devait savoir que je n'étais pas favorable. Et donc, il n'a pas voulu dialoguer. Il a dit, je suis pris, donc je donne mon topo, puis je m'en vais. Vous savez, quand on ne veut pas parler, on ne parle pas. Hein. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup qui viennent nous voir ici. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est la pilule en continu? Madame, les règles, c'est pénible. Hein. Ça vous anémie. Il y a un problème d'hygiène. Il faut mettre un tampon, il faut mettre une cupule, il faut mettre ceci. On vous fait un drame. La ménopause est une maladie. Donc le problème des règles, les hommes ne les ont pas. Et pourquoi donc vous les avez? Mais il faut supprimer. Qui c'est qui pense ça? C'est les labos. C'est Bayer. Et Bayer, il se dit, 8 milliards d'humains, la moitié qui sont des femmes, il y en a tant qui sont entre 15 et 35 et 50 ans. Il y a un marché monumental. Les femmes, ben, on va leur dire, on va leur pathologiser les règles. Ça vous anémie, ça vous fatigue, c'est pénible. Vous avez vu qu'à l'Assemblée nationale, maintenant, ils ont plus ou moins voulu mettre un arrêt de travail possible. Alors, il y a l'endométriose, et puis il y a aussi pour le temps des règles. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils connaissent strictement que dalle, les députés, sur ces sujets-là. Et beaucoup de gynécologues, ils marchent dans la combine. Pourquoi? Pourquoi ils marchent dans la combine? Ils marchent dans la combine parce qu'ils sont totalement liés à Bayer. Pas Bayer qu'à Bayer, mais au laboratoire pharmaceutique. C'est tellement facile. Vous avez la femme qui arrive, ou la jeune fille de 25 ans. Docteur, pilule, vous me la prescrivez, s'il vous plaît. Ah oui, mais celle-là, elle n'est pas remboursée par la Sécu. J'en veux une remboursée par la Sécu. Vous comprenez? Et je crois que maintenant, je ne sais plus si c'est Ségolène Royal ou quelle femme politique a dit il faut qu'elle soit dans les collèges, dans les lycées, gratos, distributeurs, n'importe quoi. On est au lycée pourquoi ou au collège pourquoi? Voilà, il faut se poser des questions quand même. Hein. Alors après, il faut des alternatives. Bien sûr, mais bien sûr qu'il y a des alternatives. Mais dans le domaine de la contraception, il me semble qu'il y a un homme et une femme. Nous parlerons des slips chauffants, vous verrez. Il y a une question d'ailleurs sur ce sujet. Ça ne m'étonne pas. On va voir ça. Alors pourquoi y a-t-il 40 marques de pilule différentes? Oui. Ben parce qu'il y a une grosse concurrence entre les labos.
et qu'il suffit, vous avez des normopilules, des mini-pilules, des mini-pilules. Bon, alors, elles ont toutes des noms qui sont évocateurs, qui sont jolis. Voilà, je ne vais pas faire de pub pour les unes ou pour les autres. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres, c'est pas vrai. Bon, ce qui est certain, c'est que, comment vous dire, franchement, les femmes sont mal informées. Si les femmes étaient bien informées, il y en aurait très peu qui l'apprendraient. Par contre, elles informaient les mecs. Hein. On dirait leur Jules. Hein. Jules, assieds-toi, je vais t'expliquer comment ça marche. Comment moi, féminin, comment je marche. Or, la femme, faites dessiner à une femme un sexe masculin, pas de problème. Vous l'avez en action. Faites-lui dessiner son sexe féminin, c'est un cata. Hein. C'est pas un reproche que je fais. C'est pas un reproche que je fais. Mais simplement, ça démontre quoi? Ça démontre qu'il y a, si vous voulez, une ignorance. Oui, et cette ignorance, elle est entretenue. Et il y a des intérêts à entretenir cette ignorance. Il y a des intérêts colossaux. Colossaux. Je voyais récemment une étude que je n'ai pas terminé de lire, donc je ne peux pas trop en faire la synthèse, sur l'efficacité ou du moins les effets de la pilule sur le cerveau d'une femme, si vous voulez. Bon, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes et la conclusion c'était surtout ne l'arrêtez pas, quoi. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelques éléments d'inquiétude et à la fin, surtout ne l'arrêtez pas. Vous voyez? Donc, il y a des labos qui sont derrière, là, dans le surtout ne l'arrêtez pas, c'est clair. Bon, moi, voilà, je vous dis, je ne suis pas favorable du tout. Je sais quelles en sont les conséquences. Et bon, j'ai des filles, comme tout le monde. J'ai 3 filles et 3 belles-filles. Voilà. Et voilà, moi, je leur ai expliqué les choses à mes filles. Et puis à mes belles-filles, mes fils ont expliqué. Parce que je leur ai expliqué les choses. Après, chacun ses choix. Oui, chacun fait ses choix, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle on répond à vos questions et que vous pouvez... Alors, il y a des stérilés. Alors, stérilés, ouais. Ça veut dire stérile. Ça veut dire on vous rend stérile avec un stérilet. Alors, qu'est-ce que c'est les stérilés? Il y en a au cuivre, puis il y en a aux hormones. Alors, il faut d'abord savoir que le stérilet au cuivre, il vaut 24 €. Aux hormones, 124. Ah, une petite différence. Remboursé par la Sécu. Mais si c'est prescrit, c'est remboursé par la Sécu. Donc, ça veut dire que vous avez des experts du marketing qui vont voir les gynécos. Ah, prescrivez quand même. Prescrivez aux hormones. Hein. Il faut prescrire aux hormones. Parce qu'il n'y a plus de règles avec un stérilet aux hormones. Il n'y a plus de règles. Donc, la femme, c'est tranquille. Il n'y a plus de règles. Donc, elle n'est pas enquiquinée. Donc, on va vers, vous le voyez, la pilule, on continue. Bon. Alors, expliquons qu'est-ce que c'est que ce stérilet. Ce stérilet, c'est un petit fragment en forme de T que l'on met par l'intermédiaire du col de l'utérus. On le pousse, ça c'est le gynécologue qui le fait, certains médecins le font, des infirmières un peu compétentes ou sages-femmes peuvent le faire, et elles poussent ça dans l'utérus, donc c'est un corps étranger. Bon, ça veut dire que le stérilet est dans l'utérus, il y a écrit « occupé ». Occupé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bébé ne peut pas faire son nid là-dedans. Un spermatozoïde peut arriver dans l'utérus, il va monter, il va peut-être même passer à côté du stérilet, il va aller rejoindre l'ovule dans la trompe de la dame, et c'est dans la trompe de la dame que le spermatozoïde et l'ovule se marient, et ça fait le début d'une vie humaine. Bien. Ensuite, il y a un premier voyage de cet œuf humain fécondé, c'est un œuf, un ovule fécondé par un spermatozoïde, et cet œuf, premier voyage, va, au bout d'une semaine, arriver au fond de l'utérus pour faire son nid. Ça s'appelle la nidation. Seulement, il y a écrit occupé. Il y a écrit occupé. Occupé, ça veut dire non, tu ne peux pas faire le nid. Tu dégages. Et donc, il s'en va. Ça, c'est un des moyens d'action du stérilet. Mais il y en a un autre que l'on ne connaît pas du tout parce que ça n'a jamais été étudié d'une manière rigoureuse. Et ça, c'est très important. C'est que le stérilet est un corps étranger dans l'intérieur de l'utérus. L'utérus n'est pas fait pour avoir un corps étranger. Il est fait pour avoir un bébé ou pas de bébé, si vous voulez, en simplifiant les choses. Bon. Donc, le stérilet étant un corps étranger, l'intérieur de l'utérus, qui est une muqueuse, il y a des cellules qui sont changées tous les mois par le fait que l'intérieur se décolle de l'intérieur de l'utérus pour être évacué par les voies naturelles, phénomène des règles. Eh bien, s'il y a le stérilet, il y a une petite inflammation.
Cette inflammation, c'est quoi? C'est des globules blancs, c'est des globules, des rouges, des blancs qui sont là, et il y a de l'inflammation. Et l'inflammation, qu'est-ce qu'elle crée? Les deux parois de l'utérus peuvent s'unir, se coller l'une à l'autre. Alors s'ils se collent, le spermatozoïde ne passe pas. C'est comme si vous aviez un préservatif à l'intérieur de l'utérus. Ce n'est pas un préservatif, c'est le stérilet. Donc le stérilet, il agit de deux façons. Soit il y a écrit occupé, il empêche l'anidation, soit les deux parois se collent, et là, le spermatozoïde, il ne peut pas rejoindre l'ovule, c'est bloqué. L'autoroute est bloquée. Bon. On n'est pas capable de dire dans combien de cas le stérilet crée l'inflammation et colle les deux parois, et dans combien de cas le stérilet empêche l'anidation. Incapable de vous le dire. Personne ne peut vous le dire parce que ça n'a jamais été étudié. Or, pourtant, c'est un sujet important. Alors, le stérilet au cuivre, lui seul, peut créer l'inflammation. Le stérilet aux hormones peut créer l'inflammation. Mais qu'est-ce que c'est le stérilet aux hormones? C'est la même chose qu'au cuivre, sauf qu'il y a tout autour du stérilet une dose d'hormones pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il s'appelle Mirena. Bon, je ne fais pas de la pub, hein. Mais ce stérilet aux hormones fait qu'il va y avoir une absorption de la quantité d'hormones qui est sur le stérilet, qui passe dans le sang, qui traverse l'organisme et qui va bloquer les ovaires. C'est une forme de pilule qui bloque les ovaires au repos. Donc madame n'a plus de règles. En général, au tout début, quand on a mis les stérilets aux hormones, on le mettait chez des femmes qui n'étaient pas très loin de la ménopause. Elles avaient fait leur famille, elles avaient 2 enfants, 3 enfants, peu importe. Et elles disaient, bon, j'ai 38 ans, 40 ans, 44 ans, je ne veux plus avoir d'enfants. Docteur, soit je lis mes trompes. Et le docteur disait, non, non, madame, je vais vous mettre un stérilet aux hormones. Alors qu'il fallait faire la ligature des trompes de monsieur. Pas pareil, on en parlera. Et donc, stérilet aux hormones. Et la femme, elle a un stérilet aux hormones, elle n'a plus de règles. Mais attention, la quantité d'hormones qui est dans l'utérus, c'est l'hormone qui est l'utérus, il est hormonodépendant. Et nous voyons aujourd'hui des cancers, non seulement du sein, mais aussi du corps de l'utérus, qui sont hormonodépendants. Puisque nous cherchons dans les tumeurs, qu'elles soient au niveau de l'utérus, surtout au niveau du sein, ce qu'on appelle les récepteurs hormonaux, estrogène et progestérone. Et vous voyez, ce qui est important dans tout ça, c'est que si une telle émission peut aider les femmes à réfléchir, à se poser des questions. Nous avons, je vous le disais tout à l'heure, 60 000 nouveaux cas de cancer du sein. C'est dramatique. C'est un fléau social par an. 3 ans, 3 x 6, 18, 180 000. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on guérit le cancer du sein? On peut guérir le cancer du sein, mais c'est long. Il y a de la chimio, il y a des rayons, il y a la chirurgie, il y a les cheveux qui tombent, il y a l'immunothérapie, il y a le risque de métastase. C'est un calvaire. Un calvaire. Alors, on me dirait, vous savez, aujourd'hui, les cancérologues, il y en a qui ne font que ça. Il y a tellement de cas que vous avez des scénologues, vous avez des oncologues qui ne font que... Alors, j'aime pas dire ça. Ils vous disent, moi, je fais que du sein. L'autre, il vous dit, moi, je fais que de la prostate. Moi, je fais que du côlon. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je fais de tout. Voilà, je fais de tout. Ça veut dire que tout m'intéresse et que je suis plus pour la prévention des cancers ou la prévention des métastases, c'est-à-dire la prévention des récurrences, la prévention des récidives. Parce que quand on convoque le malade au centre anticancéreux, à l'Institut du cancer ou à la clinique de cancérologie, c'est parce qu'on se méfie qu'il y a des risques de récidive. Loin d'être négligeable. Calvaire, vous n'imaginez pas. Là-dessus, les femmes, je les trouve très gentilles, si vous voulez. La révolte féminine, à mon avis, est arrivée dans les abus sexuels et tout ce que l'on voit, MeToo et tout le reste. Il n'y a pas de choses fausses dans tout ça, hein. Il y a des choses tout à fait justes dans les abus. Mais les femmes n'ont pas encore vraiment compris combien les hommes, je parle des laboratoires pharmaceutiques, les exploitent. Elles n'ont pas encore compris. Ça va peut-être aider, c'est pas impossible. Mais voyez, une telle émission sera attaquée, c'est sûr. Je vous le dis à l'avance. Mais nous répondrons aux détracteurs. Bien sûr, bien sûr. Mais après, évidemment, la première question, parce que là, on fait un constat. Le constat. Et l'idée, c'est de dire, et qu'est-ce qu'on fait? Parce que les femmes vont vous dire ça. La première réaction, c'est bien beau. Vous ne préconisez pas la pilule. Le stérilet, on l'a bien compris, cuivre aux hormones. Je préfère le cuivre aux hormones. C'est compliqué des deux côtés. Voilà. Ménopause, préménopause. Alors, bon,
il y a des questions auxquelles on peut répondre quand on a 40 ou 50 ans, Tout à fait. clairement. En revanche, quand on en a 25, C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Tout à fait, tout à clairement. fait. Non, mais ça demande d'abord d'être bien informé. Deuxièmement, à 25, il n'est pas impossible que cette jeune femme, elle ait un copain, un conjoint, un mari. Ouais, bon, ça se discute en couple. Hein. Quand on fait un enfant, on est quand même deux. Oui. D'accord. Oui. Alors vous me direz maintenant, il y a la monogamie. Il y a même la sologamie. Ouais. On se marie avec soi-même. Non, mais attention, là, tout est possible dans le monde actuel. On se marie avec soi-même. Oui, Pourquoi oui, pas? oui, Pourquoi oui, pas? oui. Ensuite, on va faire des bébés avec deux femmes. On va faire bébé. Pourquoi pas? La médecine, la PMA, procréation médicalement assistée. On me posait la question, vous me posiez la question sur les évolutions de la médecine. Mais aujourd'hui, les bébés dans l'avenir vont se faire par PMA. GPA, grossesse pour autrui. Je fais un bébé pour une autre. C'est n'importe quoi. PMA, procréation médicalement assistée. Moi, je suis à fond pour la procréation médicalement assistée, pour un couple qui ne peut pas avoir un enfant, alors qu'on peut résoudre son problème puisqu'il y a une pathologie chez monsieur ou chez madame. D'accord? Mais chez un monsieur et une dame qui vont bien, pourquoi passer par une PMA? Ça coûte extrêmement cher, tout Oui, ça. En plus. En plus. Bon, et puis c'est pénible, vous voyez. Bon. Non, c'est un sujet majeur et je suis heureux. D'abord, c'est incroyable, vous avez tout mis en rouge. Parce que c'est un sujet important. Je vous félicite. Voilà une autre question. Elle arrive, la contraception hormonale pour les hommes, c'est pour quand? Écoutez, à peu près dans les années 70, vous avez Paris Match qui a lancé une énorme photo avec des hommes qui devaient avoir entre, disons, 20 et 30 ans, qui étaient coupés au nombril, d'accord, torse nu, magnifique, velu. Bon, donc c'était la masculinité, magnifique masculinité. Et on disait, ils prennent la contraception hormonale. Ils prennent une pilule. Bon. On n'a jamais eu la suite. La suite, c'est qu'ils l'ont abandonné très vite. Pourquoi? Parce que l'homme, dans le domaine de la sexualité, nous les mecs, on est beaucoup plus psychiques que les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on nous évalue. Une femme peut évaluer un homme. Tandis que les femmes, nous ne pouvons pas bien les évaluer parce qu'elles sont coquines, au sens « Oh, quel plaisir tu m'as donné !» Et elles pensent « Walou, que dalle !» Donc l'homme est évaluable dans le domaine de la sexualité, et ça, il le sait. Bien sûr. Vous avez des hommes qui arrivent à 60, 70 ans, qui sont angoissés. Il leur faut le Viagra, le Cialis, le ci, le ça, pour assumer. Bon, il m'est arrivé de faire des ordonnances. Ah, fais-moi, sois sympa, fais-moi une ordonnance. Voilà, bon. La petite pilule bleue. Voilà, petite pilule bleue, etc. Oui. Bon, donc, la contraception hormonale pour les hommes, pour l'instant, elle n'est pas là. Mais vous avez un Gugus à Toulouse, un neurologue, j'aime bien. Hein, il a mis en place un slip chauffant. Pourquoi chauffant? Savez-vous, Marc, que nos testicules sont au frais? Ils sont au frais. Ils sont à 3,5-4 degrés au-dessous de la température des ovaires des dames, au-dessous de la température que nous avons dans notre ventre. Si nos testicules étaient dans notre ventre, les pauvres, ils ne feraient rien. Donc, il faut qu'ils soient au frisquette, il faut qu'ils soient au frais. Bon. Et étant au fait, ils fonctionnent. Ils fabriquent testostérone et ils fabriquent des spermatozoïdes à la pelle. Bon. Donc, il y a un type qui a imaginé, on ne peut pas mettre des testicules dans le ventre, parce que les hommes, ils ne voudront pas. Par contre, on va leur mettre un caleçon qui va leur chauffer les testicules à un point tel. C'est du n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il faudra le garder la nuit? En combien de temps sera-t-il efficace? Non, mais vous imaginez, on peut faire rire la France entière avec des testicules chauffants. Mais ça n'existe. Enfin, je veux dire, ça existe. Il y a un type qui essaye de le faire breveter. Pour faire du pognon avec ça, mais bien sûr, tout est possible. Alors, il y en a d'autres qui ont essayé d'imaginer un anticorps monoclonal qui va contre la formation du spermatozoïde. Alors, admettons même que cet anticorps monoclonal ne permette pas une antiprotéine de former le spermatozoïde, il y aura des effets secondaires. Mais, encore une fois, l'homme est tellement psy, nous sommes tellement psy sur le sujet de la sexualité, nous les mecs, que je vous dis, ça ne marchera jamais. La seule solution, c'est le dialogue. Amoureux, au bon sens du terme. Quand je dis amoureux, pour moi, c'est dans la confiance, pas dans la méfiance. Si la femme se méfie de son mec, préfère prendre la pilule. Si elle se méfie de son préservatif qu'il ne sait pas mettre, elle se méfie de son mec. Or, beaucoup de femmes se méfient de nous. C'est-à-dire, se méfient, n'ont pas une confiance totale en nous. Vous voyez? Alors, ce n'est pas nécessairement en nous, ça peut être aussi une confiance, justement, si on parle de préservatif, par exemple, il peut y avoir d'abord
pas toujours très agréable, Oui. c'est pas toujours voilà. Ah bah, il y en fait a un qui peu les aiment et d'autres qui les aiment pas. ça Hein. fait un peu programmé, Oui. ça fait un peu ah bah attention c'est maintenant, Oui, etc. Bon voilà. oui. Mais psychologiquement pour une femme, effectivement, C'est une le sécurité. préservatif, voilà. Ah, elle veut la sécurité, mais Ouais. je la comprends. Mm, mm. Je la comprends parfaitement. Mm. Ça veut dire que tout ça, c'est un problème de dialogue entre hommes et femmes. C'est pour ça qu'un de ces quatre, il faudra que nous ayons un couple devant nous pour pouvoir les faire discuter, quoi. Alors, il y a l'ablation des trompes, vous le disiez. Oui, la ligature. Ligature des trompes, oui, la ligature, pardonnez-moi. Ça veut dire, mais ça à 25 ans, c'est hors de question. Comment? À 25 ans, Hors de question. on y pense Non, même mais pas. vous savez ce qui se passe? Vous avez actuellement à peu près une femme sur deux jeunes, dans l'âge de 17-20 ans, qui pense mettre ses ovaires au congélo. Mm. D'accord? On lui pompe ses ovaires, on les met au congélo, et quand elle voudra avoir un enfant, on prendra, pas des ovaires, excusez-moi, des ovules. Hein. On prend les ovules, on les met au congélo, et ensuite, quand elle voudra avoir un bébé, on prendra l'ovule qui est au congélo, un spermatozoïde, et on fera un bébé. La seule chose qu'elle ne sait pas, c'est que le taux de réussite de ces ovaires qui sont au congélo, c'est 25-27%. C'est faible. C'est faible. Bon. Et donc, ça veut dire aussi que les études aujourd'hui sont trop longues. Elles sont trop longues. Tant pour les hommes que pour les femmes. Bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes femmes qui sont à 32, 33 ans encore à faire des études. Vous avez des garçons qui, à 32, 33 ans, sont encore en train de faire des études. Bon, de mon temps, comme on dit, je ne vais pas dire que c'était mieux ou que c'était pas mieux. Moi, à 20 ans, j'avais fini mes études. Bon, je pouvais me marier à 21 ans, gagner ma croûte. D'accord? Bon, or aujourd'hui, vous n'avez plus de possibilités. Pour être interne des hôpitaux, il faut arriver à 25, 26 ans. C'est complètement aberrant. Or, quand vous avez 19, 18, 20 ans, que vous êtes en médecine, que vous êtes un passionné par le métier, ben vous mettez les bouchées doubles. Et donc, vous voulez arriver vite, vous voulez être autonome de vos parents, vous voulez être autonome de la société, vous voulez gagner votre vie, vous voyez, vous voulez créer votre famille, etc. Non, aujourd'hui, on crée les familles trop tard. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu le président de la République, il dit ah, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'enfants. Eh bien oui, il n'y a plus d'enfants, mais on a tout fait pour qu'il n'y en ait plus. Les études n'en finissent plus. Il faut raccourcir les études. Au lieu de faire 4 ans, 5 ans, 6 ans d'études, il faut réduire à 3. Et que les gens bossent davantage plutôt que d'aller au bistrot du matin au soir. C'est peut-être pas nécessairement que. Il y a ça, mais il y a aussi un autre phénomène. La nouvelle génération, beaucoup parlent de cette angoisse d'avoir des enfants et de se dire quel monde je leur offre. C'est toujours un risque. Mais la vie, Marc, la vie est un risque. Bien sûr, bien sûr. La vie est un risque, c'est certain, pour tout le monde. Donc il y a le risque de la maladie, il y a le risque de perdre son emploi. C'est pour ça aussi que je dirais aux jeunes, et j'aimerais un jour inviter des jeunes pour pouvoir parler avec eux et qu'ils me posent des questions sur mon métier, pour leur donner envie. Vous avez des jeunes qui vont faire HEC, qui font Polytechnique. J'en connais qui sont au chômage et ils ont fait Polytechnique. Oui, non, c'est sûr. Ça ne va pas, ça. Oui, bien sûr. Alors que nous manquons de toubibs, nous manquons d'excellents médecins et que c'est un métier prodigieux. On peut faire des tas de choses dans la médecine, on peut faire de la recherche, on peut faire de la chirurgie, de la médecine, de la rhumato, de toutes les spécialités. Donc il faudra inviter des jeunes et qu'ils me posent des questions pour que je sorte mes tripes de ce que j'ai vécu. Mais pour vous leur allez donner écrire envie. le livre en question. Oui, bien sûr. Passionnément médecin. Passionnément le médecin. sens d'une vie. Ça vient. Exactement, exactement. Alors donc on a parlé de la contraception pour hommes. Pour hommes, reste, c'est la ligature. Il reste la vasectomie. La vasectomie, oui. C'est la ligature des déférents. C'est rien du tout. Ça dure 15 minutes. Mais bien sûr, ça dure 15 minutes. On vous attrape sous anesthésie locale, vous ne sentez rien du tout. Absolument. On coupe le canal déférent par où passent les spermatozoïdes. De chaque côté. De chaque côté. Il faut faire les deux côtés. Parce que sinon, bien sûr, si vous faites un seul côté, si un jour une dame qui me dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire une trompe pour moi et un canal pour monsieur? Je dis là, vous allez faire des jumeaux. Hein. Voilà. Non, la vasectomie, c'est beaucoup développé au Canada. Et aux États-Unis aussi. États-Unis, Canada. En Europe, non, l'homme européen est très très psychique sur ces aspects-là. Je pense qu'on est plus psychique et que peut-être la femme canadienne ou la femme américaine est plus capable d'imposer à son homme ses propres responsabilités. Il n'y a pas de raison que ce soit la femme qui prenne toutes les responsabilités. Je l'ai fait. Vous l'avez fait, mais j'ai fait la vasectomie. J'ai fait la vasectomie et j'ai appelé le professeur en lui disant professeur, je vais le faire. J'étais à 48 heures de le faire. Il m'a dit bravo. Je vous félicite. Absolument. Alors que vous aviez peur de vous faire engueuler. J'avais peur de me faire engueuler parce que je pensais que vous étiez contre ça. Pas du tout, pas du tout. Bon, et donc j'ai fait la vasectomie. Et ça dure effectivement 15 minutes. C'est totalement sans douleur. Bien sûr. Après, il y a un petit protocole à respecter pendant quelques heures. Ensuite, il y a un spermogramme à faire dans 2 mois ou 3 mois pour être sûr qu'effectivement tout est bien. Ça a bien été coupé. Tout est bien coupé. Et puis voilà. Donc franchement, je trouve que c'est
assez révolutionnaire. Mais bien sûr, mais ça existe depuis très longtemps. Seulement, je vous dis, en France, c'est pas passé. Et puis, on a mis les psychologues là-dedans. Il faut peut-être aller voir un psychologue pour être sûr que, etc. Enfin, moi, je pense que c'est un problème de dialogue entre hommes et femmes. Et c'est là-dessus que il n'y a pas mieux que de discuter ensemble et puis chacun prend sa part de responsabilité. Alors effectivement, quand on a plus de 50 ans et qu'on a eu des enfants, on Ben peut bien sûr. faire ce genre Ben bien sûr. de démarche. Mais on ne fait pas ça à 20 ans. Mais on ne fait pas ça à Ben 20 bien ans. sûr. Eh bien, figurez-vous que dans la salle d'attente, Ah oui, et quand je discute avec le chirurgien urologue, oui. il me dit qu'il a une moyenne d'âge d'une 30aine d'années, Il y a des jeunes. des patients. Ouais, parce qu'ils se disent qu'on pourra rétablir. Et alors, on peut conserver aussi Ouais, on peut conserver le sperme. le sperme. Oui, mais pareil, là aussi, vous mettez ça au frigo, Ouais. ça s'abîme avec le temps, même si c'est à moins 70 degrés, etc. Non, alors on vous dira qu'on peut rétablir même la trompe, qu'on peut la resuturer, etc., si jamais vous changez de couple, etc. Non, il faut bien réfléchir, il faut bien réfléchir. On peut toujours tenter de réparer. Bon, maintenant, il faut que la réparation fonctionne aussi. Voilà. Bon. Mais c'est pas à 30 ans qu'on se fait les différents. Non, moi, je ne serais pas favorable. Mais ça prouve bien qu'il y a quand même un malaise. Oui, ça peut passer. Il y a des hommes qui sont capables de comprendre. Qui sont capables de comprendre. Tout à fait. Allez, ma fille a 14 ans, la fameuse petite boule au sein. La boule au sein, ben voilà. Alors, je rassure, ce n'est pas un cancer du sein. Faut-il l'opérer? Je rassure, oui, il faut opérer, c'est-à-dire sous anesthésie locale. Il faut repérer la boule du sein qui est un fibroadénome, un adénome fibreux qui est dans le sein de cet enfant de 14 ans. Il faut enlever ça et il faut lui arrêter la pilule et lui dire, ma chérie, la pilule, c'est plus pour toi. Définitivement? Ah oui, parce que ça veut dire qu'elle a une grosse sensibilité mammaire à la pilule qu'elle a consommée depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je n'en sais rien, peu m'importe. Mais c'est sûr que pour moi, c'est une contre-indication. Mais le gynécologue va lui dire non. Il va lui dire, on change de pilule. Je vous le dis à l'avance. Vous prenez celle-là, je vous en donne une autre. Et la plupart du temps, c'est ça, oui, c'est vrai. Le diagnostic, et ensuite elle sera moins dosée. Oui, c'est ça. Elle sera moins forte. Quoi. Je vais vous en donner une moins forte. Oui, moins forte. C'est du blanc. Blablabla. Non, moi je dis non. Bon. Et si un jour cette fille, à 38 ans ou 40 ans, se prend un cancer du sein, il est responsable. Hein. Il est responsable, le gars, je vous le dis, moi. Hein. La ménopause précoce. Ah oui, la ménopause, normalement, c'est autour de 50 ans. Ça peut démarrer à 48, ça peut être à 52, 53. Normalement, c'est autour de 50 ans. Donc, une ménopause à 40 ans, c'est possible. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être un choc psychologique, quelle qu'en soit la nature, ce qui peut bloquer complètement les ovaires, hein, puisqu'on sait très bien, on l'a vu avec la petite fille qui disait, la maman disait, elle est irrégulière dans son cycle, elle est irrégulière parce qu'elle vit dans un monde où elle est en train de se construire, si vous voulez, avec tous les stress de la vie. Donc là, un stress important peut créer une ménopause précoce. Ça peut être aussi une intervention chirurgicale. Parce qu'il y a eu un kyste ovarien, il y a eu ce qu'on appelle un cancer borderline, qui n'est pas un cancer grave, mais qui est une lésion borderline, c'est-à-dire à la limite avec le risque de passer à un mauvais cancer. Donc on a peut-être enlevé les 2 ovaires. Donc cette femme a 40 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des bouffées de chaleur, il faut lui donner des hormones. Il faut remplacer ce que ses ovaires ne font pas. Mais attention, il ne s'agit pas de lui donner des doses énormes d'hormones, pardon, excusez-moi. Puisqu'elle n'a plus d'ovaires, il faut lui donner le minimum nécessaire que fabriquer ses ovaires qu'elle n'a plus. Or, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la pilule à des doses qui sont énormes. C'est une erreur. Il faut donner une pilule particulière de cette jeune femme qui est en ménopause précoce parce qu'on lui a enlevé les ovaires, elle ne les a plus. Bon, ils sont enlevés pour telle ou telle raison. Sa vie n'est pas en danger, mais elle a des bouffées de chaleur extrêmement pénibles. Alors, on va dire phytothérapie, ça ne suffit pas. Là, il faudra lui donner un substitut hormonal estrogène et progestérone à petite dose. Ça, c'est au gynécologue à le faire en fonction de ses taux. Il y a 4 hormones qu'il faut doser dans son sang. Taux d'estrogène, trop de progestérone, trop d'hormones hypophysaires qui sont là pour stimuler les ovaires, pour les faire bosser. Voilà. Donc, ce bilan hormonal est absolument nécessaire avant de lui prescrire le substitut hormonal. Là, il y a un traitement hormonal substitutif. On substitue aux ovaires qui ne sont plus là. La ménopause précoce et la préménopause, c'est la même chose? Non. La préménopause, ça sera une ménopause. La femme vous dit, j'ai 47 ans et j'ai des bouffées de chaleur. Elle est en préménopause. D'accord? Elle a un syndrome
qui n'est pas ménopausique complet, mais elle a des bouffées de chaleur, la nuit elle se réveille, elle a une sécheresse de son corps, etc. C'est que souvent elle mange mal, c'est que d'autre part, peut-être elle a eu un traitement hormonal qui n'est plus présent, on lui a donné un traitement hormonal de la ménopause. Bon. Et ce traitement hormonal de la ménopause, elle comprend que ça peut donner des cancers du sein, ce qui est tout à fait exact. Bon. Ou même des cancers du corps de l'utérus. Elle n'en veut plus. Elle arrête brutalement. Et tout d'un coup, elle a des bouffées de chaleur. Et donc, elle n'est pas en ménopause, elle n'a pas 50 ans. Elle est en pré-ménopause. Donc, il y a ménopause précoce et pré-ménopause. Bien faire la distinction. Question. Ma ménopause est atroce. Bouffée de chaleur insupportable la nuit. Sueur, transpiration, je me dessèche. Le gynéco veut me donner des hormones. Qu'en pensez-vous? Le gynéco, il va appliquer un protocole. Ça, c'est certain. Il ne va même pas vous interroger puisque vous avez donné les signes. J'ai des bouffées de chaleur insupportables, la nuit, des sueurs, je transpire, etc. Je me dessèche. Prescription. 3 minutes, prescription au suivant. Bon, je ne suis pas d'accord. Je pense que je vais interroger cette femme. Je vais peut-être lui donner le traitement hormonal substitutif pour un certain temps. Mais je vais d'abord l'interroger. Madame, taille, poids, passez sur la balance. Quelle est votre taille? Vous mesurez 1m70, vous pesez 80 kg. Je suis désolé. Il y a trop de poids là. Votre poids normal est à 60-65 et vous avez 80 kg. Il faut réduire ça. C'est pour ça que vous avez un état inflammatoire. C'est pour ça que vous avez des bouffées de chaleur insupportables. C'est pour ça que vous avez tous les signes. Donc, je vais vous régler le problème en vous donnant un traitement hormonal substitutif pendant 2-3 mois. Puis je vous revois. Mais madame, je vais vous faire une prescription alimentaire. Je vais vous faire une prescription. Ça veut dire que je vais vous donner des conseils nutritionnels. Ou bien vous allez aller voir ma collègue qui est naturopathe, qui va vous aider. Et ça, c'est ça l'idéal. Vous allez voir la naturopathe ou le naturopathe qui va vous aider à régler, votre perte de poids, réduire votre poids, votre état inflammatoire, à manger mieux et meilleur. Et je vous promets que dans 3 mois, quand vous allez revenir, je vais vous réduire le traitement hormonal substitutif que je vous ai donné. Et en l'espace de 4 à 6 mois, les bouffées de chaleur vont disparaître, vous aurez perdu votre poids, vous serez toute contente, vous achèterez des pantalons différents, des robes différentes, etc. Je vais lui donner de la joie. Alors que qu'est-ce qu'ils veulent les labos? Prescrivez. Ménopause, prescrivez. Ménopause atroce, prescrivez, prescrivez. Traitement hormonal substitutif. Augmentation des risques de cancer du sein, ça c'est sûr. Je suis tombée enceinte et je ne peux pas garder l'enfant, je l'ai vu en échographie. Ah ben oui. Alors ça, vous voyez, ça c'est très très intéressant comme question. Elle tombe enceinte. Le mot tomber, c'est pas très joli. Tomber enceinte, c'est une expression classique. Docteur, je suis tombée enceinte. Oui, d'accord, vous êtes tombée enceinte, mais... L'accident peut arriver. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est l'expression tomber, je trouve, qui est bon. Et je ne peux pas garder l'enfant, je comprends parfaitement. Je l'ai vu en échographie, il est complètement formé. Bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu savoir si elle était vraiment enceinte. Bon, donc, elle est à 3 mois, donc le ventre n'a pas commencé à augmenter de volume. Elle est allée chez l'échographie, chez le gynéco, qui a fait une écho, qui a vu. Elle lui a montré. Madame, regardez. Elle a vu, il a les mains qui sont déjà faites, les pieds qui sont déjà faits, c'est déjà peut-être un petit garçon, une petite fille. Il est complètement formé. Donc, qu'est-ce qu'elle se pose comme question? Qu'est-ce que je fais? Elle a droit à une interruption volontaire de grossesse. Il n'y a pas de problème, c'est la loi. Ils veulent même la mettre dans la Constitution. Je ne vois pas l'intérêt, mais enfin bon. Et ensuite, il est complètement formé. Donc, elle a vu un enfant. Elle l'a vu, le sien. Bon. Que me conseillez-vous? Ben, madame, soit vous considérez que cet enfant, vous-même, vous n'en voulez pas, et vous faites une interruption. Soit vous considérez que cet enfant, il pourrait être donné à l'adoption. Ce n'est pas impossible. Auquel cas, ça s'appelle un accouchement sous X, ou un accouchement, moi je préférerais dire c'est le don d'enfant plutôt que l'abandon d'enfant. Vous avez aujourd'hui en France à peu près 30 000 couples. 30 000 couples, je parle que hétérosexuels, il y en a peut-être autant homosexuels, qui souhaitent avoir un enfant qu'ils ne trouvent pas. Bon. Donc ça peut faire le bonheur d'une famille. Cet enfant peut-être, et ça qu'il faudrait changer les lois, vous le retrouveriez peut-être à l'âge de 18 ans, vous auriez le droit de le rencontrer, il aurait été éduqué, il aurait eu un toit, nourri, etc. Bon, voilà, vous avez ce choix. Ce choix, madame, il dépend de vous. C'est vous qui allez faire la décision. Je peux vous aider à réfléchir, je ne peux pas prendre la décision à votre place. Vous comprenez? Mais elle a le choix, effectivement. On est dans un monde
ou de toute façon, dans 98% des cas, ça sera une interruption volontaire de grossesse. Pourquoi? Parce que l'État d'aujourd'hui, qui se bat aujourd'hui en disant il n'y a pas assez d'enfants, il fait tout pour qu'on fasse des interruptions volontaires de grossesse. Vous savez qu'on était à 220 000 par an. 220 000 par an, on est passé à 260 000 par an. Dans les chiffres officiels. C'est-à-dire qu'on n'a fait qu'augmenter. Donc, est-ce que l'État, qui veut augmenter la population, si vous voulez, en réduisant, il dit il y a des problèmes de fertilité. Ce n'est pas des problèmes de fertilité, c'est des problèmes qu'on favorise, si vous voulez, en n'expliquant rien aux femmes, le fait qu'elles tombent enceintes. On le favorise. On le favorise en disant ayez des relations sexuelles n'importe comment, n'importe comment. Ce sont des choix de vie. On n'explique pas suffisamment aux hommes le fonctionnement d'une femme et aux femmes le fonctionnement des hommes. Voilà. Et je pense que, si vous voulez, la symphonie, c'est pour ça que je prépare un bouquin aussi qui va s'appeler Homme-femme, quelle complémentarité. Complémentarité. Ça veut dire qu'à deux, on est plus intelligent que tout seul. Que ce soit deux hommes, deux femmes, ou un homme et femme. Bon. Mais voilà, le problème, il est là. C'est des problèmes qui touchent à la fois à la société, sociologie, qui touchent à la philosophie. Il y a des formes de spiritualité là-dedans. Parce que, vous voyez, elle dit « je l'ai vu en échographie ». Ça veut dire « j'ai vu mon petit ». Bien sûr. Je l'ai vu, mon petit. Ce qui doit être particulièrement traumatisant si elle décide, tout à fait, évidemment, ensuite, tout à fait, quelle que tout à soit la fait. décision qu'elle va prendre. C'est pas évident, C'est c'est pas évident. sûr, c'est sûr. Autre question. Nous voulons un enfant depuis 5 ans, nous n'y arrivons pas, il a 40 ans comme moi, que nous conseillez-vous? Alors, il est évident d'abord que quand il y a infertilité dans un couple, c'est 50-50. Hein. Ça peut être madame qui n'est pas fertile, mais ça peut être aussi papa, le monsieur. Bon. Donc, il faut étudier les deux. Bon. Donc, il faut faire une échographie utérine à madame pour voir si l'utérus est en place, si les ovaires sont en place, si la trompe est en place, etc. Et ensuite, il faut faire une étude testiculaire de monsieur par échographie. Il faut faire un spermogramme pour voir s'il y a suffisamment de semences pour cela. Bon, donc il y a tout un bilan. C'est un bilan de fertilité. Moi, je ne dirais pas, ce n'est pas un bilan d'infertilité, c'est un bilan de fertilité. Bon. Ensuite, ce bilan étant fait, on voit si ça vient de madame ou si ça vient de monsieur, on a des moyens de la procréation médicalement assistée, aussi bien pour guérir monsieur du problème que pour guérir madame du problème. Donc, c'est là qu'on va aller voir un spécialiste de la procréation médicalement assistée qui va vous aider à obtenir cet enfant que vous souhaitez, parce que vous n'avez peut-être pas envie d'adopter. Ça, c'est pour la dimension physique ou physiologique. Il y a la dimension psychologique aussi, qui empêche d'avoir les enfants. Oui, alors la dimension psychologique, si vous voulez, c'est sûr que si... il y a des blocages. Comment? Parfois, il y a des blocages. Oui, alors, si vous avez un blocage de monsieur, bon, ou si vous avez un blocage de madame, bon, si madame ne se donne pas à monsieur, qui lui ne se donne pas à madame, c'est sûr qu'il ne risque pas de passer grand-chose. C'est sûr. Vous voyez, bon, on ne peut pas rentrer dans le détail de leur union. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que émotionnellement, on a entendu des cas où vous avez des accompagnements qui permettent justement à des gens de se libérer. Mais vous avez parfois des enfants un couple qui adopte un enfant, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant pendant 5-6 ans, ils adoptent un enfant, ils ont un enfant derrière. Parce que ça a libéré madame et monsieur. C'est possible. Il y a une dimension psychologique qui est importante. Ah, PMA, GPA. Moi, je pense du bien de la PMA, procréation médicalement assistée, pour des gens qui ont une pathologie. C'est médicalement assisté, donc c'est une assistance médicale pour neutraliser une pathologie. Ça, je suis tout à fait favorable. Maintenant, je ne suis pas pour des PMA pour des gens qui sont en pleine santé. Ils ne sont pas parfaitement capables de faire leur enfant sans passer par une PMA. C'est du gaspillage, si vous voulez, et ça coûte cher. C'est pris en charge par la Sécu, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de pathologie, je ne vois pas pourquoi on ferait une PMA. Alors ensuite, la GPA, je suis totalement opposé. Pourquoi? Parce que maintenant, on sait très bien qu'il y a des liens entre le bébé qui est dans le ventre maternel et la maman. Même si ce bébé est issu du sperme d'un autre et d'une ovule d'un autre. Il y a une relation psychologique, on ne va pas dire psychiatrique, mais une relation d'affection. Alors on enlève, on arrache cet enfant qui va naître, on va l'arracher à cette maman qui fait une GPA, grossesse pour autrui. J'ai été en Grèce, en Ukraine, en Grèce, pas en ce moment à cause de la guerre, mais en Grèce, c'était une femme qui avait eu 2 enfants beaux, 2 beaux enfants. Elle était autorisée à faire une GPA pour une autre femme. On lui donnait 10 000 balles, 10 000 euros.
qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'achat, ça. Alors, je sais qu'aux États-Unis, ça se fait. Aux États-Unis, vous pouvez le vérifier sur Internet, on voit une vidéo d'une femme qui reçoit son enfant en GPA, qui se fait maquiller de telle façon qu'elle fasse anémique, fatiguée, pas bien peignée, etc. On la voit où le bébé arrive comme si elle-même venait d'accoucher. Non, c'est pas elle, c'est une autre qui a accouché. Tout ça est filmé pour qu'ensuite on puisse montrer à l'enfant, regarde mon chéri, quand tu es arrivé sur mon cœur et que tu es né, mais elle ne lui dit pas que tu es venu d'une autre femme. Ouais. Moi, je ne trouve pas ça très bon, quoi. Attention, attention. Vous savez, la nature est plus forte que nous. Elle est plus forte que nous. Et quand la nature est malade, on a une pathologie, on soigne. PMA. Mais GPA, grossesse pour autrui, je suis totalement opposé. Mais ils le feront. Même pour les hein, couples homosexuels? Les couples homosexuels, vous me parlez des femmes ou des hommes? Des hommes. Non, parlons des femmes d'abord. Parlons des femmes. Parlons des femmes. Bon. Les femmes peuvent faire un enfant par une insémination artificielle. Absolument. Avec du sperme d'un monsieur qu'elles ont choisi ou pas choisi. Bon, très bien. Alors pour les hommes, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Comment il faut faire? Oui. Ils peuvent adopter. Oui. Alors maintenant, il y a des hommes qui veulent devenir femmes. Oui, Jules. C'est encore autre chose. Ah ben non, mais attendez, on l'a vu récemment. Oui, oui, absolument. Jules devenait Juliette, oui, oui. qui a une barbe aussi belle que la vôtre, qui va accoucher. Pourquoi? Parce que, en réalité, excusez-moi, elle était Juliette, elle est devenue Jules avec la barbe, Oui, c'est ça. mais elle a utilisé son propre utérus, ses propres ovaires, pour faire une PMA. D'accord? C'est pas une GPA. Alors, pour deux hommes, écoutez, moi, je pense que je ne suis pas favorable. Moi, je pense que, vous savez, je suis père de famille et grand-père. Je vais bientôt être arrière-grand-père. J'ai 6 enfants. Enfin, nous avons 6 enfants avec mon épouse. 3 garçons, 3 filles. Le choix du roi, si on peut dire. Et nous avons 21 petits-enfants. On pense qu'on en aura d'autres. Bon, on va avoir des arrières. Moi, je sais ce que c'est qu'éduquer des enfants. Pour éduquer des enfants, il faut une belle masculinité et une belle féminité. Alors, vous me direz, attention. Je sais, je suis homophobe. On m'a déjà posé. Non, mais là, vous rentrez sur le terrain. Vous savez, je rentre sur un terrain chaud. Très, très chaud. Oui. Parce que, professeur Henri Joyeux, 2 points, contre la pilule, contre la GPA, contre ceci, contre ceci, contre non, mais cela. il explique surtout. Alors, vous l'expliquez. Et c'est vrai que la GPA... Plutôt que de dire contre, il faut parler. La GPA, effectivement, la GPA pour les couples homosexuels... C'est la seule solution. Quoi d'autre? Oui, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport... Je ne sais pas, c'est votre éthique, c'est votre... Non, ce n'est pas un problème d'éthique, c'est un problème d'expérience. Vous savez, un jour, j'étais chez Calvi, le journaliste. Yves Calvi. C'est un coquin, celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait Calvi, et puis il y avait en face de moi le maire à côté de Bordeaux, qui avait été le premier qui avait marié 2 homosexuels. Oui. Bon, très bien. Il en était très fier. Ce qui ne... Bègle. De Bègle. Oui. Bègle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les 2 qui s'étaient mariés s'étaient déjà séparés. Moi, je le savais, et lui le savait aussi. Et j'aurais pu lui dire. C'était Noël, ma mère. Noël, ma mère. Et il faisait le mariole, en disant, moi, je suis le premier, j'ai marié 2 homosexuels à Bègle, etc. Bon, mais il ne disait pas que les 2 premiers s'étaient déjà séparés, quoi. Bon, exactement comme dans un couple hétérosexuel, il peut y avoir une séparation. Bon. Et alors, à un moment, Calvi présente une petite émission courte de 2 personnes, hommes, donc homosexuels, en Hollande, qui ont 2 enfants et qui jouent sur les balançoires. Et les 2 enfants, les papas, un papa pousse, puis l'autre papa pousse, et puis etc. Bon, ça dure 3-4 minutes, et c'est très joli. Et la conclusion de Calvi, c'est, vous voyez, tout se passe bien. Je lève la main, et je dis à Calvi, mais moi je peux vous faire exactement le même reportage avec un papa et une maman et 2 petits sur la balançoire, et ça se passe aussi bien. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner quand les enfants auront 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, etc. Aujourd'hui, on a ce recul-là. Non, ça c'est ce qu'on nous dit. Moi, j'en connais. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Vous avez des enfants qui arrivent à l'école et quand ils disent j'ai 2 papas, ça fait drôle aux copains. Oui, mais ça fait drôle aux copains. Est-ce que ça en fait un trauma? Comment? Est-ce que ça en fait un trauma? J'en sais rien. Non, mais je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est important dans la société actuelle, c'est de tout mettre au même niveau. C'est ça, tout mettre au même niveau. Voilà. Eh bien,
moi, je pense qu'on ne peut pas tout mettre au même niveau. Ce n'est pas vrai. D'accord. Voilà. Donc, chacun, je crois qu'il faut qu'on se respecte les uns les bien autres. sûr, mais Donc, bien moi, sûr, quand on me dise tu es contre tout, non, Non. je ne suis pas contre tout. Je suis pour discuter, disputatio. Vous savez que j'aime beaucoup cette discussion. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on est sur votre émission. Je ne pourrais pas passer avec Hanouna ou avec les autres. C'est impossible. Je me ferais massacrer. Mais joyeusement massacrer. Oui, joyeusement Voilà, massacré. voilà. Ouais. Non. Non, mais c'est intéressant de savoir pourquoi, effectivement, cette histoire de GPA, et notamment pour les couples homosexuels. Vous voyez, si je fais une perspective, vous m'aviez posé la question aussi de la perspective de la santé dans l'avenir. Tout ça, ça va se normaliser. Je ne crois pas que ça durera. Je ne crois pas que ça durera. C'est vrai? Non, je n'y crois pas. Parce que le bon sens humain prévaut sur toutes, si vous voulez, les astuces qui fait qu'on veut faire mieux que la nature. Voilà. Ce sont des astuces. Vous n'avez pas le sentiment que ça va se généraliser? D'autant plus se démocratiser? Non, je ne crois pas. Je pense que le bon sens des jeunes qui montent, attention, les jeunes qui montent, ils nous regardent et ils voient les conneries de nos générations. Souvent, c'est ça. Nous avons vu les erreurs de nos parents. Ils verront bien les nôtres. Laissez venir. Mais c'est vrai que l'adoption, enfin, pas l'adoption, mais la GPA pour les couples homosexuels, moi, je suis pour élargir, si vous voulez. Je suis pour élargir beaucoup l'adoption. C'est-à-dire une grande loi pour l'adoption. Quand vous pensez que vous avez 260 000 bébés qui partent à la poubelle, au fond, c'est ça, il faut être clair, quoi. Ça part à la poubelle par l'intermédiaire de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. J'aime pas le mot avortement, c'est un mot de guerre. Bon, pourquoi? Parce que les uns sont pour, les autres sont contre, ils se disputent bêtement. Bon, 260 000 gosses qui partent à la poubelle, ça fait beaucoup quand même, hein. Bon, alors que vous avez tant de gens qui veulent adopter des enfants. Alors, quel parcours du combattant pour adopter? Ben bien sûr, mais c'est impossible. C'est incroyable. Mais c'est impossible. Dans chaque département français, chaque jour, vous avez 6 enfants qui partent à la poubelle. 6. Bon. Or, vous avez des gens qui pleurent de ne pas trouver des enfants, qui ont traversé l'autre bout du monde pour aller chercher des enfants. Moi, j'en connais une famille où il y a 5 adoptés. Il y en a un qui est français, une autre qui est chinoise, qui est merveilleuse, un autre qui est de l'Europe de l'Est, un autre qui est encore de l'Europe de l'Est. Bon, des enfants qui sont merveilleux. Bon, donc moi, je suis à fond pour l'adoption, à fond. Mais la loi française n'est pas du tout favorable à l'adoption. Et je vais vous dire même plus, il m'est arrivé de rencontrer des profs de droit en leur disant, vous êtes prof de droit, il vous faut créer des lois pour aider à l'adoption, aider ce que j'appellerais le don d'enfant. Vous donnez votre sang, vous donnez une partie de votre foie, vous donnez votre rein, vous donnez vos yeux quand vous êtes décédé, ou même parfois en vie, vous pouvez donner des tas de choses. Vous ne pouvez pas donner un enfant. Non, mais c'est un problème de politique familiale et de politique de la fécondité, de la politique. Moi, je ne trouve pas anormal qu'un enfant soit adopté, parfaitement éduqué. Steve Jobs, c'est un adopté. Qu'est-ce qu'il a créé? Apple. Heureusement que ses parents l'ont fait adopter par une famille, il était d'origine syrienne ou inversement, je ne sais pas trop le détail. Bon, ben, c'est un garçon qui a fait avancer la science. Qui a changé le monde à sa façon, qui a fait évoluer le monde à sa façon. Un génie. Heureusement qu'il n'a pas été avorté. On va faire très vite parce que alors là, autant vous dire, voilà, une petite L'accouchement phrase. sous X, écoutez, moi, j'aime pas le mot sous X parce que moi, je préfère qu'il y ait, si des profs de droit nous écoutent, eh ben, il faut qu'ils créent une loi pour faciliter l'adoption. Voilà, tout simple. J'ai un cancer du sein comme ma mère à 50 ans, j'ai 34 ans. Ben, il faut faire la recherche du gène. Il y a 2 gènes, minimum 2 gènes à chercher chez la jeune femme de 34 ans. Et peut-être que la maman a eu le cancer du sein. Elle a eu le cancer du sein, mais peut-être qu'elle est porteuse du gène aussi. Parce qu'en fonction du gène, eh bien, on va pouvoir proposer des thérapeutiques plus ou moins différentes. Question. 85 ans, maman a une boule au sein, ce serait un cancer, on lui propose une biopsie. Oui, il faut le faire. Une opération, c'est pas sûr. La chimio, certainement pas. Des rayons, c'est pas sûr. Cela me paraît beaucoup, me conseillez-vous? Ça dépend quelle est la nature même du cancer du sein. Peut-être qu'avec un traitement simple anti-hormonal, à 85 ans, vous allez réduire la boule au sein de cette dame et elle arrivera à 100 ans sans problème. Elle n'est pas obligée de recevoir la chimio, les rayons, etc. Ça dépend de chaque cas. Vous voyez? L'échographie des seins, pourquoi fait-on après l'écho une mammographie quand l'échographie est normale? Alors, ça c'est systématique.
Bon, les radiologues, ils aiment bien multiplier les examens. Je te fais une écho, je te fais une mammo. Tout le monde en prend pour son grade. Ben, bien sûr, après je te fais une IRM. Donc, c'est vrai que l'échographie, si elle est très bien faite, et surtout si elle est ductale, si on voit bien les différents canaux du sein, bon, cette échographie peut être suffisante. Ensuite, il faut interroger la femme pour savoir si elle a des facteurs de risque. S'il y a du cancer du sein dans sa famille, si elle consomme justement des hormones dont nous avons beaucoup parlé, etc. Donc, je comprends cette femme. Pourquoi? Parce qu'en plus, on lui écrase les seins, quoi. Bon, quand on écrase les seins, c'est pas très agréable. Donc, il y a des raisons pour faire l'échographie et s'arrêter, ou bien des raisons pour de l'échographie automatique, et c'est pas pour tout le monde la même chose. On m'a diagnostiqué un syndrome polykystique des ovaires. Oui, syndrome polykystique des ovaires, voilà, SPOC. Quel traitement? Ben là, on risque de vous donner des hormones. Vous pouvez être en état d'infertilité. C'est un sujet qui est relativement complexe. Il faut essayer de connaître quelle est la cause. Ça peut être des mini-pilules qui vous ont créé des kystes dans les ovaires et qui ont créé cette symptomatologie. C'est complexe. Bon, donc il y a une étude à faire, à la fois une prise de sang hormonale, une échographie, voir un peu si ces kystes ils sont très nombreux, est-ce que c'est les deux ovaires, est-ce que c'est un seul. Vous voyez, c'est une pathologie qu'il faut regarder de près. Voilà. Il y a des traitements et on peut vous aider à avoir des enfants, même avec un SPOC. Pourquoi connaissons-nous de plus en plus d'endométriose? Comment faire le diagnostic test salivaire? Alors, il y a un test salivaire qui vient de sortir, je comprends. Moi, je me méfie beaucoup quand c'est un nouveau test. Il y a un test qui a été breveté, donc il y a du pognon qui est là-dessous. Est-ce qu'avec le test, on va être sûr qu'il y a une endométriose? Ça éviterait de faire des examens complémentaires, hein, de faire une célioscopie, de faire une IRM. Très bien. Ça se soigne. Bon, et pourquoi de plus en plus d'endométriose? C'est simple. Endomètre. Endomètre, c'est l'intérieur de l'utérus. D'accord? L'intérieur de l'utérus, normalement, chez une femme, ben, tous les mois, ça se décolle et ça sort. Qu'est-ce qui sort? Du sang et des cellules de l'intérieur de l'endomètre. D'accord? Mais si dans la voie vaginale, il y a un bouchon, s'il y a un tampon qui fait bouchon, c'est une espèce de buvard, qui prend le sang, et si ce bouchon n'est pas évacué, le sang qui est là, il va refluer à l'intérieur de la trompe. Il va remonter. Or, la trompe, il y a des petits cils musculaires qui sont destinés à prendre l'ovule et à l'amener vers le spermatozoïde. Si vous avez du sang, le sang, il fait contracter les petits cils musculaires de la trompe dans l'autre sens. Ça veut dire que le sang va dans la trompe. Au niveau de la trompe ici, il y a ce qu'on appelle le pavillon. Admettons que la trompe, c'est mon bras. Le pavillon ici, il est ouvert. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des cellules de l'endomètre et du sang qui tombent à l'intérieur du ventre et qui vont se greffer. Se greffer endométriose. Endométriose, ça veut dire que c'est une greffe des cellules de l'endomètre et qui, chaque fois que vous aurez le phénomène des règles, ça va s'enflammer et mal au ventre. Et les douleurs sont terribles parfois. Ouais. Mais ça, ils ne vous le diront jamais que c'est le tampon. Ils ne vous le diront jamais. Or, aujourd'hui, il y a des cupules, il y a d'autres moyens, on ne va pas rentrer dans le détail. Les jeunes femmes commencent à le savoir. Le problème, c'est que vous avez énormément d'endométriose. Pourquoi? Parce que dès que la petite fille, elle a ses règles, sa maman lui dit, fais comme moi, voilà, je te donne la cigarette. Ce n'est pas la cigarette, ça ressemble à une cigarette. Mettez le tampon dans l'eau, vous allez voir comment il se gonfle. C'est un véritable bouchon de champagne. Non, il faut une protection extérieure. Pourquoi il n'y avait pas d'endométriose autrefois? C'est la question qu'on peut se poser. Bien sûr, mais moi je vous réponds. Bien sûr. Parce qu'il n'y avait pas les tampons. Tout simplement. On a voulu que les jeunes filles aillent à la gymnastique quand elles sont à la piscine. Donc pour aller à la piscine, avant, quand une jeune fille n'y allait pas, on disait, bon, là, son phénomène, on ne faisait pas un drame. Bon. Maintenant, c'est devenu dramatique. C'est devenu dramatique. On a pathologisé, l'objectif étant de donner la pilule en continu, de donner les stériles hormonaux, tout ça, nous l'avons vu. Bon, donc, l'endométriose, voilà. Moi, j'ai des collègues qui ne vivent que de ça. Que de voir des femmes qui ont de l'endométriose, tellement il y en a. Alors, en plus, quand vous voulez avoir un bébé, c'est difficile. On vous donne un traitement hormonal à vie. Qui est lourd. Et c'est très lourd, bien sûr. Allez, une petite dernière. Pourquoi mon cancer du sein me propose un traitement hormonal? Mais madame, il faudra y faire un webinaire là-dessus ou faire une conférence là-dessus. Ce n'est pas un traitement hormonal qu'on vous donne, c'est un traitement anti-hormonal. Tamoxifène, c'est anti-estrogène, il faut être clair. Or, anti-estrogène, c'est anti-estrogène. Ça veut dire c'est destiné à réduire votre taux d'estrogène dans votre sang
Parce qu'on sait que les estrogènes ont créé votre cancer du sein. Seulement, c'est beaucoup plus facile de vous dire que je vous donne un traitement hormonal, parce que si je vous dis il est anti-hormonal, vous allez me dire, mais docteur, vous m'avez donné la pilule pendant tant d'années. C'était un traitement hormonal, ça, oui. Et maintenant, vous me donnez un anti-hormonal? Vous êtes en train de me dire que c'est la pilule qui a créé mon cancer du sein? Vous savez qu'il y a des gynécologues qui disent que la pilule, ça ne donne pas le cancer du sein? Vous savez que les journaux des enfants aujourd'hui vous disent que la pilule, ça évite le cancer du sein? Ça évite le cancer du sein, alors qu'elle est responsable, avec d'autres choses, de ce fléau social de 60 000 nouveaux cas par an. Nous avons 11 500 femmes qui meurent du cancer du sein chaque année, Marc. Ce n'est pas un fléau social, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai confiance dans les femmes. Grande confiance dans l'intelligence des femmes. Je me méfie de l'intelligence exploiteuse des hommes. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci professeur, merci pour votre éclairage, merci pour vos prises de position qui vont sans doute faire réagir, c'est le but évidemment. C'est sûr. Hein, comment vous dites, la discutation. Comment vous dites? Disputation. Disputation. C'est joli, c'est en latin. Disputation, exactement. Merci beaucoup professeur, on se retrouve très vite, vous commentez, partagez et une prochaine émission avec le professeur Henri Joyeux à suivre.